Bien, bonsoir, on va donc démarrer cette petite conférence, cette réunion d'information. Je vais commencer par présenter les personnes qui sont donc à la tribune. Je commence par Marcel Nuss, donc, qui a créé la coordination handicap et autonomie, qui milite toujours dans cette association et qui nous parlera des ambitions de projet de vie à domicile des personnes handicapées. Ensuite, je vous présente Madame Levaux, à l'extrême gauche pour moi, donc droite pour vous, la présidente nationale de la FEPEM, Fédération des particuliers employeurs de maison, et qui vous dira donc tout à l'heure ce qu'on peut attendre de cette fédération dans le cadre de l'embauche d'auxiliaires de vie en emploi direct. À sa droite, Jean-Pierre Ingler, président de la coordination handicap et autonomie. Rosalie Dolk, qui est salariée et militante de la coordination handicap et autonomie dans le cadre de la vie autonome France, dont on reparlera également tout à l'heure. Mathilde Fuchs, la cofondatrice de l'association Gré à Gré, avec Caroline Potier qui est dans la salle également. Et donc, moi-même, Yves Mallet, donc président de l'association Gré à Gré, sur la demande de Mathilde. On s'est connus par Internet et voilà, j'ai accepté de prendre provisoirement la présidence de l'association. Voilà, je vais donc céder la parole à Marcel, qui va vous parler des ambitions du projet de vie à domicile des personnes handicapées. Ensuite, bien entendu, vous pourrez intervenir. Il y aura un micro HF dans les gradins et un micro HF en bas. Donc, nous sommes très intéressés par vos questionnements et voir les réponses qu'on peut y apporter. Voilà, je cède la parole à Marcel. Bonjour à tout le monde. La loi du 11 février 2005 a amené une nouvelle façon d'envisager l'accompagnement à la personne. Donc la personne elle-même. Ce qui veut dire que elle a induit une révolution culturelle. Car depuis cette loi, on est passé de la culture de l'assistanat à la culture de l'autonomie. Or, si c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Des raisons qui impliquent autant les professionnels que les personnes concernées elles-mêmes. L'accompagnement aujourd'hui met en évidence pour moi plusieurs choses. La première, pour être bien accompagné, il faut avoir les moyens de son accompagnement. Ce qui veut dire qu'il faut déjà avoir une PCH qui soit à hauteur des besoins réels de chaque personne. Ce qui n'est déjà pas le cas dans tous les départements. Aujourd'hui, la PCH est illégalement appliquée. Dans certains départements, on reconnaît le 24 heures sur 24. Dans d'autres, on reconnaît même le déplafonnement. Ce qui déjà pose un problème. Donc, pour être bien accompagné, il faudrait déjà qu'on ait tous les mêmes droits. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait et qui
beaucoup de mal à se faire. C'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que les formations de nos accompagnants ne sont plus adaptées à nos vrais besoins. C'est-à-dire que avant la loi de 2005, dans la culture de l'assistanat, un bon accompagnant, finalement, c'était un bon technicien. Un bon accompagnant, c'est quelqu'un qui avait du savoir-faire. Et aujourd'hui, c'est moins de savoir-faire dont on a besoin que de savoir-être. On a besoin de travailler avec des personnes qui savent être présentes à l'autre au moment où elles agissent, être au plus près de la personne, être à l'écoute. Et plus important, finalement, que de savoir laver. Parce que savoir laver, ça s'apprend. Savoir être à l'écoute, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à apprendre. Savoir être d'égal à égal avec les personnes qu'on accompagne, c'est beaucoup plus difficile à apprendre. Être dans le respect mutuel l'un de l'autre, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ce qui est mis en évidence aujourd'hui, c'est la nécessité d'adapter les formations. D'adapter les formations aux nouveaux besoins de l'accompagnement à la personne. Tout comme ce qui est mis en évidence pour moi aujourd'hui, c'est la nécessité de former les personnes handicapées elles-mêmes. Parce que être autonome, ça ne se décrète pas, ça s'apprend. Devenir employeur de ses accompagnants, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas une idée. Et beaucoup de personnes handicapées aujourd'hui idéalisent l'accompagnement. L'accompagnement, c'est pas un idéal. L'autonomie, c'est pas un idéal. C'est tout un travail de responsabilisation. Or, ça n'existe pas aujourd'hui. Rien n'est prévu pour accompagner les personnes elles-mêmes. Au quotidien, rien n'est prévu pour les aider à devenir employeurs. C'est pour moi un des enjeux de l'accompagnement dans les années à venir. C'est nous accompagner au quotidien dans la prise en charge, dans la prise en compte de tout ce que ça implique d'être autonome, d'être employeur et au final d'être citoyen. Tout comme il est important aujourd'hui d'apprendre à nos aidants à avoir une approche différente
de leur métier, parce que être accompagnant, désormais, c'est ne plus penser pour, mais penser avec la personne. C'est ne plus agir pour, mais agir avec la personne. C'est ne plus décider pour, mais décider avec la personne. Et en fait, ça ne s'apprend pas aussi simplement. Dans une formation, et les formations actuelles ne l'apprennent pas assez. Donc, pour moi, derrière les nouveaux enjeux de l'accompagnement à la personne, ce qui se profile, c'est l'importance et l'urgence pour les personnes handicapées de s'engager elles-mêmes dans leur processus d'autonomisation, de s'engager elles-mêmes dans tout ce qui relève du processus d'autonomisation, c'est-à-dire d'une part dans un travail de formation personnelle et d'autre part dans un travail de formation conjoint avec les accompagnants. Parce que l'accompagnement idéal, pour moi, passera par une réflexion en commun entre les aidants et les aidés, entre les accompagnants et les accompagnés. On ne pourra plus, à l'avenir, envisager l'accompagnement de façon disséquée. On ne pourra plus envisager les formations à l'avenir de façon séparée, à mon avis. L'idéal, c'est de faire une réflexion commune, de faire des formations où les accompagnants et les accompagnés pourraient se retrouver. Parce qu'on va se rendre compte que l'accompagnement idéal passe par une complémentarité. Et cette complémentarité passe par des prises de conscience. On ne pourra pas éviter des prises de conscience si on veut aller vers un accompagnement à la personne qui soit optimisée. Ça me semble aujourd'hui incontournable. Comment voulez-vous que l'accompagnant prenne conscience de certains besoins s'il n'y a pas un réel dialogue à la base? Comment voulez-vous que la personne handicapée se sente reconnue et respectée s'il n'y a pas un certain dialogue avec les aidants à la base? Or, on a très souvent l'impression d'avoir affaire à des mondes différents, où l'un ne comprend pas l'autre, où l'un a l'impression de ne pas être compris par l'autre. Et en fait, on se rend compte que l'essentiel de la maltraitance,
se joue à ce niveau-là, se joue au niveau des malentendus. Hein. Et je pense qu'on ne pourra pas réduire la maltraitance si on ne réduit pas les malentendus. Et on ne pourra pas réduire les malentendus si on ne fait pas un travail en commun. Si chacun continue à envisager l'accompagnement dans sa propre chapelle. L'accompagnement devrait être un processus, comment dire, d'affirmation de soi et d'incarnation. Or, pour être incarné, il faut être en confiance. Mais il faut que cette confiance soit mutuelle. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a encore beaucoup trop souvent des rapports de force qui sont très usants pour les accompagnants comme pour les accompagnés. Et comment dire, un enfermement. Chacun est convaincu que l'autre ne le comprend pas. Alors que très souvent, ce n'est pas le cas. Et puis, ce que je remarque aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une difficulté à prendre sur soi en matière d'accompagnement. Parce qu'on est dans le savoir-faire et pas dans le savoir-être. Et moi, je donne toujours le même exemple. C'est celui de la toilette. Faire une toilette à quelqu'un, c'est quelque chose d'essentiel. Parce que c'est un moment où on donne du bien-être à l'autre. Or, dans un moment aussi intime, il y a... c'est un moment très fragile, où on peut basculer de l'objectivation à l'incarnation de la personne. C'est-à-dire que, en fait, en fonction de la façon dont on lave, dont on est présent à l'acte qu'on est en train d'effectuer, soit on apporte un bien-être, soit on apporte un mal-être. Or, ce basculement est très facile. Il suffit d'un moment d'inattention. Il suffit d'être détaché de l'acte qu'on est en train de faire. Et ce basculement, il est très mal appris dans les formations. On en parle, mais pas suffisamment. Ça, c'est un exemple de ce que va induire aujourd'hui l'accompagnement et de ce qui doit être l'objectif des formations à l'avenir. Cette capacité à prendre compte de la personne
Et donc, l'obligation de passer de la prise en charge à la prise en compte de la personne. Ça me semble très important. Tout comme un autre élément qui me semble important, c'est la prise en compte de l'intimité. C'est quelque chose qui aujourd'hui est très mal perçu, très mal compris et qui pose problème. Parce que travailler dans l'intimité des personnes, c'est quelque chose de très difficile. Très. Aussi bien quand on est handicapé que quand on est aidant. Des deux côtés, c'est très difficile. Et ça ne peut se faire que dans un travail en commun, dans un dialogue constant, qui permette à chacun d'avoir le positionnement juste. Aujourd'hui, beaucoup de personnes handicapées ne se sentent pas respectées dans leur intimité. Et pourquoi elles ne se sentent pas? Parce que je pense, entre autres, que on ne sait pas quel est le positionnement juste. Et parce que je pense qu'il n'y a pas assez de réflexion en commun sur ce problème, sur le problème de l'intimité et de la sexualité. Or, l'accompagnement aujourd'hui ne peut plus s'envisager sans introduire dans les réflexions de l'accompagnement les problèmes de l'intimité, de la sexualité des personnes. On ne travaillera plus avec des objets, on travaille avec des sujets. Or, des sujets, ça a une affection, ça a des sentiments, ça a une libido, un sujet. Ce qui fait que devenir accompagnant nécessite des capacités énormes. Énormes dans la mesure où l'accompagnant aujourd'hui dans un qui va travailler dans un rapport d'égal à égal et travailler dans un rapport d'égal à égal, c'est forcément être amené à entrer dans un jeu de miroir où l'autre vous met face à vos limites. Donc face à l'obligation de se poser les bonnes questions, de savoir pourquoi on se fait ce travail, de savoir pourquoi, ce qu'on attend d'un travail d'accompagnement. Tout comme la personne handicapée est obligée de se demander pourquoi. Qu'est-ce qu'elle attend de l'accompagnement? Qu'est-ce qu'elle est prête à accepter? Qu'est-ce qu'elle n'est pas prête à accepter? Si elle ne se pose pas ces questions, elle va droit à des déconvenues, à un échec. Être accompagné, c'est être responsable. Être accompagnant, c'est être responsable. Donc l'accompagnement à la personne, c'est pour moi aujourd'hui un travail de responsabilisation conjoint. Ce qui montre les enjeux qui se profilent. Ce qui montre la difficulté du virage.
Parce que ce virage-là ne se prendra pas en quelques jours. Il ne se prendra pas si les deux parties ne se rencontrent pas et ne s'écoutent pas. Je pense que c'est ça qui se profile derrière l'accompagnement à la personne. Et c'est ça qui, quelque part, est réjouissant. Parce que soit on va vers une rencontre qui va humaniser tout le monde, et donc mettre en lumière les capacités de chacun, soit tôt ou tard, ce que peut mettre la promesse qu'il y a derrière la PCH, donc la nouvelle manière d'envisager l'aide à la personne, va se heurter à nos incapacités à se rejoindre. Et dans ce cas-là, on ira vers un échec. Ce qui serait franchement dommage. Je pense qu'on a aujourd'hui, par le biais de l'aide humaine, donc par le biais de l'accompagnement à la personne entre les mains, les moyens de nous grandir et les moyens de démontrer qu'on peut être bien accompagné et qu'être accompagnant est un métier très riche. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser à Marcel suite à son intervention? Pas de questions? Si. On peut avoir le micro, HF Françoise. Ah, elle est partie. Attendez, on va apporter le micro HF, ou alors si vous pouvez venir... Voilà, ça y est. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque. Moi, je suis très heureuse de vous entendre. Vous m'avez beaucoup aidé. J'ai lu votre livre Présence à l'autre quand j'étais en formation à l'IRTS pour passer le diplôme d'auxiliaire de vie. Et vraiment, vous m'avez beaucoup appris à, j'espère, bien faire mon métier. Une réflexion, là, tout de suite, à chaud, par rapport à l'organisation. Déjà, pourquoi nous séparer? Moi, soit je suis un aidant. Alors, dans ce cas-là, vous avez dit que les aidants, c'était plus l'assistanat, donc c'était plus le petit chien de la personne aidée. Donc moi, je me retrouve assis par terre. Bon, ça va, j'aime bien cette position. C'est dommage. On aurait pu, je pense, déjà faire l'effort de nous rassembler et de ne pas nous séparer. Voilà. Je peux répondre tout de suite? Oui. Alors, effectivement, vous avez raison, et nous, ça nous gêne horriblement. Seulement, c'est une question de sécurité. C'est-à-dire que la direction de la salle ne veut pas qu'il y ait des chaises en libre service dans la salle en même temps que les fauteuils. Donc, c'est pas de notre faute si ça ne tenait qu'à nous. Effectivement, évidemment que les aidants seraient avec les personnes handicapées. Mais pour des raisons de sécurité, on n'a pas pu faire autrement. On est obligé de se plier au règlement. Je suis vraiment navré. On est aussi navré que vous. Très bien. C'est bien comme ça. Toute la salle a eu l'explication.
prochaine fois. Sinon, vous parliez de formation et vous disiez que c'était vraiment important de faire une formation en commun. Ça, effectivement, je trouve que c'est l'essentiel. Et pour revenir à la formation à l'IRTS, par exemple, à Rennes, nous, quand on a passé, ça fait pas tellement longtemps, hein, ça fait moi depuis 2 ans simplement que j'ai eu mon diplôme. Et la formation d'auxiliaire de vie, c'est essentiellement pour un public de personnes âgées. Le public personnes handicapées, on nous l'a très peu appris. Et du coup, je pense qu'aussi, ça ne facilite pas notre tâche aujourd'hui. Parce qu'on sait qu'une personne âgée, elle peut être un peu défaillante par rapport à son autonomie, j'allais dire, mentale, intellectuelle, voilà. Alors qu'une personne handicapée, elle est en pleine possession de ses choix. Et ça, on ne nous l'a pas trop enseigné. Donc effectivement, c'est sur le terrain, ou c'est quand on a de la chance d'être en compagnie de personnes qui nous apprennent, comme vous, ou comme la personne qui est auprès de moi ce soir, notre métier, quoi. Voilà. Merci. Merci, vous confirmez ce que je pense, donc. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? D'accord. Françoise? Bonsoir, Monsieur Luce. Michel Lezagmer, je suis président de Handicap Service 35, qui est une association d'accompagnement de personnes handicapées à accéder à la vie sociale. Je voulais vous interroger, Monsieur Luce, par rapport aux limites des métiers, ou plus exactement, à la définition de plus en plus précise que le législateur a donnée aux métiers, c'est-à-dire aux auxiliaires de vie qui ont pour compétence de faire telle et telle tâche, qui sont bien distinctes, aux aides-soignantes qui font encore autre chose, aux ANP qui font encore autre chose, aux infirmières qui font encore autre chose, aux personnes qui viennent faire le ménage, qui n'ont pas le droit de faire d'autres choses, et ainsi de suite par rapport à ces différents intervenants qui font que notre vie de personnes dépendantes est parfois comme un saucisson qu'on découpe en tranches. En fait, je pense que on ne peut pas continuer à saucissonner les gens. On ne peut pas parler d'autonomie, de droit à l'autonomie et continuer à saucissonner les gens. Alors pourquoi, entre autres, saucissonne-t-on les gens? Parce que on est dans un pays qui considère, ou plutôt qui continue, qui s'obstine à nous médicaliser. C'est tout le problème. Tant qu'on sera médicalisé, de toute façon, on sera saucissonné. Et tant qu'on sera saucissonné, on ne pourra pas dire qu'on est vraiment autonome. Parce qu'être saucissonné, c'est forcément être tributaire du va-et-vient de tous les intervenants. L'accompagnement d'aujourd'hui, l'accompagnement moderne pour moi, c'est un accompagnement polyvalent, le plus polyvalent possible. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'être accompagné 24 heures sur 24. Donc, j'ai en plus la chance, enfin chance c'est un grand mot, de former moi-même mes accompagnants. Donc de les former à mes besoins. Et entre autres, de les former à effectuer des gestes de soins. Puisque dans la loi de 2005, il y a
l'article 9 qui permet de déléguer des gestes de soins, ce qui fait que mes accompagnants font le travail de l'auxiliaire de vie, de l'infirmière, quand il s'agit de gestes de soins, de l'aide ménagère quand il faut faire l'entretien de la maison. Et donc j'ai l'autonomie maximale. Et on ne peut pas nous parler de droit à l'autonomie et en même temps continuer à vouloir nous saucissonner. Je pense que c'est une des contradictions qui réside encore derrière le droit à l'autonomie et qu'il faut qu'on continue à dénoncer. Sinon, tout ça, c'est du pipeau. Pour la majorité. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est aussi pour ça qu'il faut faire évoluer les formations parce que il faut qu'on aille vers la polyvalence pour le plus grand bien des accompagnants et des accompagnés parce que c'est plus enrichissant pour un accompagnant d'être polyvalent que d'être cantonné à des tâches précises. Je trouve que c'est réducteur. L'article 9, Marcel, tu peux en dire un peu plus sur l'article 9 qui permet la délégation L'article 9, en fait, l'article 9 est... je précise tout de suite, l'article 9 n'est pas appliqué, mais est applicable. Il n'est pas appliqué parce que les lobbies d'infirmiers libéraux mettent la pression sur le gouvernement pour que l'article 9 ne soit pas appliqué. Et l'article 9, qui est l'article de la délégation des gestes de soins, en fait, c'est un article qui dit qu'une personne handicapée peut, par délégation, demander à un de ses accompagnants, après une formation adaptée, peut demander à un de ses accompagnants d'effectuer un geste de soin qu'il effectuerait lui-même s'il avait l'usage de ses membres supérieurs. Par exemple, l'accompagnant, par délégation, peut aspirer, peut changer une canule ou peut mettre une sonde urinaire. Parce que si la personne handicapée avait les moyens physiques de le faire, elle le ferait elle-même. Par contre, il ne peut pas faire d'injection. C'est interdit. Cet article précise aussi que la délégation des gestes de soins n'est pas une qualification. C'est une compétence. Ce qui veut dire que l'accompagnant qui quitte la personne chez laquelle il effectuait ce geste de soin ne pourra plus pratiquer ce geste de soin ailleurs. Ou alors il faut qu'il soit reformé. Voilà, donc profession d'infirmière n'est pas en danger, puisque ce n'est pas une qualification.
C'est une compétence qui est reconnue et qui est reconnue auprès d'une personne, et d'une personne très précise. Ça va? On a répondu à la question? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oui, Marcel, oui, je voulais demander, je sais qu'il y avait plus ou moins un projet de convention collective pour les auxiliaires de vie. Où ça en est? Parce que Je n'ai pas compris. il y avait un projet de convention collective pour les auxiliaires de vie, parce qu'en fait, donc, il y a la convention collective des employés de maison qui, sur de nombreux points, c'est pas trop, des fois, c'est pas trop adapté quoi, à nos problèmes et à notre vie à domicile, etc. Est-ce que il y a un travail par rapport à ça? Je crois que Madame Levaux va en parler après. Voilà. Madame Levaux. Il y aura des informations nouvelles. Parce que moi, ce que je pense aussi, c'est que, bon, puisqu'il y a une convention collective des employés de maison, on peut peut-être aussi la faire travailler, de faire travailler la convention, la faire changer un peu, quoi. Donc, Je crois qu'il y a du nouveau pour après. Voilà, Madame Levaux va en parler tout à l'heure, puisqu'on vient d'avoir une réunion avec elle qui va dans ce sens-là, donc on va vous donner les informations après. D'accord? Ben, en fait, je pense que on ne peut pas continuer à saucissonner les gens. On ne peut pas parler d'autonomie, de droit à l'autonomie et continuer à saucissonner les gens. Alors pourquoi, entre autres, saucissonne-t-on les gens? Parce que on est dans un pays qui considère, ou plutôt qui continue, qui s'obstine à nous médicaliser. C'est tout le problème. Tant qu'on sera médicalisé, de toute façon, on sera saucissonné. Et tant qu'on sera saucissonné, on ne pourra pas dire qu'on est vraiment autonome. Parce qu'être saucissonné, c'est forcément être tributaire du va-et-vient de tous les intervenants. L'accompagnement d'aujourd'hui, l'accompagnement moderne pour moi, c'est un accompagnement polyvalent, le plus polyvalent possible. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'être accompagné 24 heures sur 24. Donc, j'ai en plus la chance, enfin chance c'est un grand mot, de former moi-même mes accompagnants. Donc de les former à mes besoins. Et entre autres, de les former à effectuer des gestes de soins. Puisque dans la loi de 2005, il y a l'article 9 qui permet de déléguer des gestes de soins, ce qui fait que mes accompagnants font le travail de l'auxiliaire de vie, de l'infirmière, quand il s'agit de gestes de soins, de l'aide ménagère quand il faut faire l'entretien de la maison. Et donc j'ai l'autonomie maximale. Et on ne peut pas nous parler de droit à l'autonomie et en même temps continuer à vouloir nous saucissonner. Je pense que c'est une des contradictions qui réside encore derrière le droit à l'autonomie et qu'il faut qu'on continue à dénoncer.
Sinon, tout ça, c'est du pipeau. Pour la majorité. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est aussi pour ça qu'il faut faire évoluer les formations parce que il faut qu'on aille vers la polyvalence pour le plus grand bien des accompagnants et des accompagnés parce que c'est plus enrichissant pour un accompagnant d'être polyvalent que d'être cantonné à des tâches précises. Je trouve que c'est réducteur. L'article 9, Marcel, tu peux en dire un peu plus sur l'article 9 qui permet la délégation? L'article 9, en fait, l'article 9 est... je précise tout de suite, l'article 9 n'est pas appliqué, mais est applicable. Il n'est pas appliqué parce que les lobbies d'infirmiers libéraux mettent la pression sur le gouvernement pour que l'article 9 ne soit pas appliqué. Et l'article 9, qui est l'article de la délégation des gestes de soins, en fait, c'est un article qui dit qu'une personne handicapée peut, par délégation, demander à un de ses accompagnants, après une formation adaptée, peut demander à un de ses accompagnants d'effectuer un geste de soin qu'il effectuerait lui-même s'il avait l'usage de ses membres supérieurs. Par exemple, l'accompagnant, par délégation, peut aspirer, peut changer une canule ou peut mettre une sonde urinaire. Parce que si la personne handicapée avait les moyens physiques de le faire, elle le ferait elle-même. Par contre, il ne peut pas faire d'injection. C'est interdit. Cet article précise aussi que la délégation des gestes de soins n'est pas une qualification, c'est une compétence, ce qui veut dire que l'accompagnant qui quitte la personne chez laquelle il effectuait ce geste de soin ne pourra plus pratiquer ce geste de soin ailleurs. Ou alors il faut qu'il soit reformé. Voilà, donc profession d'infirmière n'est pas en danger, puisque ce n'est pas une qualification. C'est une compétence qui est reconnue et qui est reconnue auprès d'une personne, et d'une personne très précise. Ça va? On a répondu à la question? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Oui, Marcel, oui, je voulais demander, je sais qu'il y avait plus ou moins un projet de convention collective pour les auxiliaires de vie. Où ça en est? Parce que Je n'ai pas compris. Il y avait un projet de convention collective pour les auxiliaires de vie, parce qu'en fait, donc, il y a la convention collective des employés de maison qui, sur de nombreux points, c'est pas trop, des fois, c'est pas trop adapté, quoi, à nos problèmes et à notre vie à domicile, etc.
Est-ce qu'il y a un travail par rapport à ça? Je crois que Madame Levaux va en parler après. Voilà. Madame Levaux. Il y aura des informations nouvelles. Parce que moi, ce que je pense aussi, c'est que, bon, puisqu'il y a une convention collective des employés de maison, on peut peut-être aussi la faire travailler, de faire travailler la convention, la faire changer un peu, quoi. Donc, Je crois qu'il y a du neuf pour après. Voilà, Madame Levaux va en parler tout à l'heure, puisqu'on vient d'avoir une réunion avec elle qui va dans ce sens-là, donc on va vous donner les informations après. D'accord ?